Truc un peu paradoxal dans le monde des cryptos. C'est vrai, hein. Beaucoup de gens en ont, ils voient ça comme un investissement et tout. Oui, c'est clair. Mais alors pour les utiliser au quotidien, genre payer un café, réserver un hôtel, c'est souvent une autre paire de manches. Ah oui, là, ça coince souvent. On tombe sur des conversions compliquées, des plateformes d'échange qui font un peu peur, parfois des blocages bancaires ou même des limites géographiques. Bref, c'est pas simple. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là qu'arrive une solution qui s'appelle Pin2Pay. Elle prétend justement faire le lien, faciliter tout ça. On a eu accès à un document qui explique un peu leur mission, ce qu'ils proposent déjà, et leur vision d'avenir. D'accord. Donc, notre but aujourd'hui, c'est simple. On va décrypter ensemble cette proposition. Qu'est-ce que Pin2Pay offre vraiment? C'est pour qui, au juste? Et quelle est l'ambition derrière tout ça pour la finance? On va regarder ça de plus près. Très bien, allons-y. Alors, commençons par le début, le cœur du projet, la mission de Pin2Pay. D'après ce qu'on a lu, c'est assez clair, non? Oui, c'est direct. En gros, permettre à n'importe qui avec des cryptos de les dépenser absolument partout dans le monde. Et la promesse, c'est que ce soit fluide, instantané, sécurisé. Exactement. L'idée derrière, c'est vraiment de faire sauter les verrous habituels. Les frontières, les restrictions de certaines banques, le besoin de passer par les banques classiques, quoi. C'est audacieux comme positionnement. Ça vise une simplification assez radicale de l'usage des cryptos. Tout à fait. Et ça répond à une frustration bien réelle. Avoir de la crypto mais qu'elle reste coincée dans le monde numérique sans pouvoir facilement acheter des trucs avec, c'est un frein énorme pour que ça se démocratise vraiment. C'est vrai. Donc cette idée de fluidité, d'instantanéité, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Si dépenser ta crypto, c'est aussi compliqué qu'un virement international, l'intérêt disparaît vite. Pine2Pay attaque ce problème de front, apparemment. OK. Et concrètement, pour y arriver, ils mettent quoi en avant comme fonctionnalité? Le document parle de plusieurs outils déjà dispo. Oui. Le premier, et sans doute le plus important, c'est cette capacité à dépenser ses cryptos partout. On parle de compatibilité avec plus de 35 millions de commerçants dans 170 pays. Ah oui, quand même. Ça couvre potentiellement tout, quoi. Le petit café du coin comme les gros sites d'e-commerce. C'est un peu l'idée de la carte universelle, mais version crypto. Absolument. Et cette couverture mondiale, c'est essentiel pour leur cible, surtout les voyageurs, les nomades digitaux. Mais au-delà du nombre de pays, le document insiste sur l'instantanéité. C'est ça qui est clé. C'est là que ça devient intéressant. La conversion crypto vers la monnaie locale, genre l'euro ou le dollar, elle se ferait pile au moment où tu payes chez le commerçant. Toi, tu payes comme avec ta carte normale. D'accord, Mais les fonds, ils viennent de ton portefeuille crypto. C'est ça l'idée. intéressant. Et il mentionne aussi la possibilité de retirer du cash au distributeur. Ça, c'est important aussi. Ah oui, très important. Là aussi, la conversion krypton vers cash serait immédiate. C'est un autre pont vers le monde réel, où on a encore besoin de liquide parfois. Oui, et c'est crucial pour sortir la crypto de son monde purement digital, tu vois. Pouvoir retirer du cash localement avec tes cryptos, sans passer par une banque ou un bureau de change, c'est super concret comme usage. Surtout en voyage. Exactement, ou dans des zones où les banques sont moins présentes. Et puis, il parle aussi de l'intégration avec Apple Pay, Google Pay. Ça renforce cette idée de banalisation. Payer en sans contact avec ta crypto deviendrait aussi simple que... Exactement que de le faire avec sa carte bancaire habituelle sur son téléphone. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de rendre ça complètement transparent pour l'utilisateur. Tu parlais de banalisation. C'est vraiment ça, l'objectif affiché. Ça y ressemble fort, oui. Ce qui est fascinant, c'est cette tentative de rendre la crypto aussi banale, aussi quotidienne qu'une carte bleue classique. Bon, techniquement, derrière, c'est sûrement complexe, hein, gérer la volatilité, la vitesse des conversions, la conformité. Oui, j'imagine. Mais pour l'utilisateur, l'objectif est clair, faire oublier toute cette complexité. Le document insiste aussi sur un point. La protection via les stablecoins, genre l'USDT. Pourquoi c'est important ça? Ah, ça c'est très pertinent. Il est dit que détenir et dépenser des stablecoins, ça peut protéger contre l'inflation. Ah oui, comment ça? Dans pas mal de pays, la monnaie locale, elle perd de la valeur très vite. Pour les gens là-bas, garder leur épargne en stablecoins, qui sont liés à une monnaie forte comme le dollar, et pouvoir les dépenser direct avec une carte comme Pin2Pay, Ça leur permet de protéger leur pouvoir d'achat. exactement. Ça change la perception de la crypto. C'est plus juste un truc spéculatif. Ça devient un outil de protection financière concret pour certains. Ça montre qu'ils visent pas que les fans de crypto des pays riches. Ok, je vois. Et qui dit finance, dit sécurité. Qu'est-ce qu'on sait des mesures prises par Pin2Pay? C'est abordé? Oui, bien sûr. La confiance, c'est la base, surtout quand tu proposes une alternative aux banques.
La source mentionne les trucs standards de la fintech, quoi. Le 3D Secure pour les paiements en ligne, l'authentification à deux facteurs, le 2FA, pour sécuriser le compte. Classique. Et des systèmes antifraude internes. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est le minimum vital pour rassurer les gens sur la protection de leur argent. S'ils n'avaient pas ça, ce serait rédhibitoire. D'accord. Ça montre qu'ils veulent jouer dans la cour des grands en respectant les bonnes pratiques, que ce soit de la finance tradie ou décentralisée. Bon. Au-delà de ces fonctions de base, paiement, retrait, sécurité, Pintopay semble voir plus loin. Le document parle d'amélioration lifestyle. C'est quoi ça alors? Oui, il y a une liste de services qu'il prévoit d'ajouter. Comme quoi par exemple? Alors, il y a une eSIM globale. L'idée, ce serait de pouvoir acheter et utiliser un forfait Internet mobile partout dans le monde. Payer directement en crypto via leur plateforme. C'est ça. Clairement, ça vise les voyageurs fréquents, les nomades. Logique. Oui, ça sort du cadre purement financier, mais ça répond à un besoin très concret de leur cible. Plus besoin de chercher une SIM locale ou de payer des frais de roaming de fou. Payer sa connexion Internet en crypto, c'est pousser l'intégration un peu plus loin. Dans la même idée voyage, il parle d'une assurance voyage aussi, payable en crypto. Oui, Et puis, la petite touche confort. L'accès au salon VIP dans les aéroports. On voit le package pour le voyageur international se dessiner. tout à fait. Faut pas voir Pintopay juste comme une carte, mais plutôt comme une porte d'entrée vers un ensemble de services pour une clientèle mobile et internationale. C'est plus lifestyle, ça augmente la valeur de l'offre, ça la différencie d'une simple carte crypto. Mais l'ambition ne s'arrête pas là, hein, au lifestyle. Le document parle aussi d'outils financiers plus avancés. Le staking et les prêts crypto. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Alors le staking, pour faire simple, c'est un peu comme un compte épargne pour certaines cryptos. Tu bloques tes cryptos pour aider à sécuriser le réseau et en échange, tu reçois des récompenses souvent dans la même crypto. D'accord. Donc Topay intégrerait ça pour que les utilisateurs puissent générer un revenu passif sur leur crypto directement dans l'appli. Ah, donc on n'est plus seulement dans la dépense, mais aussi dans la création de revenus sur la même plateforme. Malin. Précisément. Et l'autre point, les prêts crypto instantanés, ça va dans le même sens d'une plateforme plus complète. L'idée, ce serait de pouvoir utiliser tes cryptos comme garantie pour obtenir de l'argent rapidement, sûrement des stablecoins ou de l'euro-dollar, sans devoir vendre tes cryptos. Utile si tu as besoin de cash vite fait, mais que tu veux pas lâcher tes investissements. Voilà. C'est un outil de liquidité en fait. Donc, si on met tout ça bout à bout, paiement partout, retrait, eSIM, assurance, salon VIP, staking, prêt, quelle image ça donne de Pintopay au final? Si on prend un peu de recul, on voit bien que Pintopay, ça veut pas être juste une carte crypto améliorée. L'ambition, c'est clairement de bâtir une plateforme financière et de services beaucoup plus intégrés. Une sorte de hub central pour la vie financière et nomade de l'utilisateur crypto. Un écosystème complet. C'est ça, le mot est juste. Un écosystème où tu gères tes dépenses, ta connexion Internet, ta protection en voyage et même une partie de tes investissements ou besoins de trésorerie. Le tout alimenté par tes cryptos. C'est une stratégie classique pour fidéliser l'utilisateur et capter plus de valeur, quoi. Alors justement, cette offre assez large, elle vise qui en priorité? Le document est précis là-dessus. Oui, oui, plusieurs groupes sont bien identifiés. Et lesquels? D'abord, sans surprise, les nomades digitaux et les grands voyageurs. Pour eux, la promesse du tout en un. Paiements mondiaux faciles, Internet via le SIM, assurance, tout ça géré au même endroit et payé en crypto, c'est évidemment séduisant. Ça répond direct à leur galère habituelle. C'est la cible la plus évidente, oui. La dimension sans frontières, globale, ça leur parle. Gérer facilement l'argent et la logistique dans différents pays, c'est un gros plus. Ensuite, le document parle aussi des personnes qui font face à des restrictions bancaires ou géographiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bonne question. J'imagine que ça vise les gens des pays où le système bancaire est, disons, peu développé ou instable, ou avec beaucoup de contrôle sur l'argent, ou même des personnes qui ont du mal à ouvrir un compte classique pour diverses raisons, statut migratoire ou parce qu'ils bossent dans la crypto et que les banques aiment pas trop ça. D'accord. Pour eux, une solution comme Pintopay, basée sur des cryptos souvent plus accessibles internationalement, ça pourrait être une vraie alternative pour garder de la valeur et faire des transactions. C'est l'argument de l'inclusion financière par la tech. Et bien sûr, il y a les détenteurs de crypto en général, j'imagine. C'est une cible naturelle. Évidemment, tous ceux qui ont acheté ou reçu des cryptos et qui se disent « mais qu'est-ce que je peux faire avec concrètement ?» Pintopay leur dit « payez vos factures, faites vos courses, voyagez ». Ça transforme un actif numérique un peu abstrait en pouvoir d'achat réel quotidien.
Exactement. Et psychologiquement, c'est important. Voir tes cryptos pas juste comme un chiffre sur un écran, mais comme un truc qui te permet d'acheter des choses tangibles, ça peut renforcer l'idée qu'elles sont utiles et légitimes. Et enfin, il y a un dernier groupe mentionné, un peu différent, les influenceurs et les affiliés. C'est quoi leur rôle? Ah, ça c'est la stratégie de croissance. Le document dit que PintoPay a un modèle de revenu pour ceux qui font la promo de la solution. Ils touchent des commissions quand quelqu'un commande une carte via leur lien et peut-être aussi un pourcentage sur les transactions des gens qu'ils ont fait venir. Un système d'affiliation classique en somme. Oui, très courant dans la fintech et le Web3 pour grandir vite en s'appuyant sur les communautés existantes. Toute cette diversité de cibles et de fonctions, ça nous amène à la vision globale de PintoPay. Le document utilise une expression assez forte, construire une néobanque sans frontières. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après la source? Oui, c'est une ambition intéressante à décortiquer. Une néobanque, on voit ce que c'est. Ces banques modernes, 100% digitales, genre Revolut, N26, avec une appli mobile fluide. Ok. Le sans frontières, ça renforce l'idée d'accès mondial, sans les limites géographiques des banques classiques. Mais PintoPay ajoute une couche. Ils veulent fusionner ça avec ce que la source appelle la liberté du Web3. Et cette liberté du Web3, ça recouvre quoi chez eux? D'après les infos qu'on a, ça semble toucher à plusieurs choses. L'utilisation native des cryptos comme moyen d'échange et de réserve de valeur, peut-être moins de dépendance vis-à-vis des banques tradies pour certaines opérations, même si PintoPay reste un intermédiaire, faut être clair. Oui, bien sûr. Et peut-être une philosophie générale où l'utilisateur a plus de contrôle sur ses actifs, même si, bon, avec une carte réglementée, il y a forcément des compromis. L'idée, c'est de mixer la facilité des néobanques avec la flexibilité et la nature globale des cryptos. Et quels sont les piliers de cette vision de néobanque Web3? La source les résume assez bien en reliant toutes les fonctionnalités dont on a parlé. Premièrement, les paiements instantanés et partout dans le monde, ça c'est le cœur, le crypto to coffee. Le café payé en crypto, oui. La protection et le confort, lifestyle, assurance, salon d'aéroport. Quatrièmement, les outils pour créer de la richesse, staking, prêt, le wealth. La richesse? Et cinquièmement, une croissance qui se veut virale grâce à l'affiliation. C'est la combinaison de tout ça qui définit leur approche de néobanque sans frontières. From crypto to coffee et from Wi-Fi to wealth. Les slogans sont assez parlants, ça montre l'étendue de l'ambition. Du besoin quotidien jusqu'aux aspirations financières plus larges. Exactement. Ça montre qu'ils ne veulent pas rester dans une niche, mais devenir une plateforme centrale pour un certain type d'utilisateurs en intégrant plein d'aspects de leur vie numérique et financière. Et d'ailleurs, ça pose une question intéressante sur l'évolution de la finance. Que laquelle? Est-ce qu'on assiste à une convergence où les lignes entre banques tradies, fintech et crypto deviennent de plus en plus floues, créant de nouveaux modèles hybrides? PintoPay clairement fait ce pari-là. Alors, si on devait faire une synthèse rapide de ce qu'on a appris sur PintoPay, d'après notre source, Vas-y. en résumé, PintoPay se présente comme une solution pour rendre les cryptos aussi simples à dépenser que l'euro ou le dollar partout dans le monde. Ça passe par une carte, physique ou sur mobile, pour payer et retirer de l'argent, avec conversion instantanée. La sécurité et l'usage des stablecoins sont mis en avant. C'est ça. L'offre vise surtout les voyageurs, nomades digitaux, ceux qui ont des soucis avec les banques classiques et bien sûr tous les détenteurs de crypto. Mais ça va plus loin que le simple paiement. Service en plus, eSIM, assurance et outils financiers, staking, prêt. Pour créer cet écosystème complet. Exactement, sous cette bannière de néobanque sans frontières, avec une touche Web3. C'est une bonne synthèse de ce que le document décrit. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, qui va un peu au-delà de la description pure et simple du service. Je t'écoute. Au-delà des fonctions et du marketing, la question de fond que pose une initiative comme PintoPay, c'est quel impact ça peut avoir si l'intégration des cryptos dans nos dépenses de tous les jours devient vraiment transparente. Intéressant. Si utiliser ta crypto pour acheter ton pain devient aussi simple, aussi instantané qu'avec ta carte bancaire, est-ce que ça pourrait, à terme, changer notre rapport à l'argent, à la valeur? Est-ce que ça pourrait fragiliser encore un peu plus la position dominante de la finance traditionnelle? Ou alors, est-ce que, malgré tous ces efforts d'intégration, l'usage des cryptos pour les paiements du quotidien va rester un truc de niche, limité aux grands voyageurs, aux populations sans compte en banque facile, aux passionnés du Web3, sans vraiment changer nos habitudes de la majorité? C'est la grande question? Oui. Le succès ou l'échec de plateformes comme PintoPay nous donnera sûrement des éléments de réponse dans les années qui viennent. Une perspective stimulante pour terminer notre analyse d'aujourd'hui, basée sur les